enfin, euh, si on regarde, beaucoup de ces objets en fait viennent des collectes scientifiques des années 30. Hein, les objets, enfin, dans ce rapport est dressée une liste d'objets à rendre en priorité aux différents pays africains. Alors le Bénin est un cas un peu à part, mais peut-être le cas qui est le plus significatif en fait, pour démontrer ce que tu viens de dire, c'est le cas du Mali, puisque en fait, tous les objets qui sont listés pour être restitués en priorité sont des objets venant des missions griots scientifiques des années 30, la mission aussi Paul Lifshitz. Et ce sont des objets aussi, en fait, qui ont connu un certain succès en Occident, et donc qui, en fait, les objets de ce rapport, dans ce rapport, sont finalement les objets on va rendre, enfin, on doit rendre en Afrique les objets qui ont connu un succès en Occident, c'est-à-dire que les Occidentaux ont attribué une valeur à la fois marchande, c'était le précédent intervenant qui en parlait, mais une valeur artistique, alors que que ce n'est pas forcément ces objets-là qui intéressent les Africains, en l'occurrence les Maliens. Tu penses au masque Dogon en particulier? Voilà, en fait, il y a deux listes qui sont produites dans le cas du Mali, hein, de 17 objets, sauf qu'il y a un objet qui est donné dans les deux listes, donc en fait ça fait que 16 objets, ou alors il faudra rendre 2 fois cet objet. Et dans ces 16 objets, en fait, il y a 15 masques, dont 13 masques Dogon. Donc on voit déjà qu'il y a, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, l'art Dogon est dans le grand public le plus connu au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi aussi principalement des masques, hein, tous les objets aussi qui sont donnés comme à rendre prioritairement, ce sont des objets qui sont exposés au Quai Branly. Ce ne sont pas des objets, par exemple, qui sont dans les réserves du Quai Branly, etc. Ce sont des objets qui sont exposés, qui ont connu un grand succès parce qu'ils ont été valorisés par le marché de l'art, par le tourisme, donc le tourisme occidental, bien sûr, par les écrivains, comme Michel Léris, par les ethnologues, comme Griaule, qui a investi parfois ces masques Dogon de signification mythologique. Et finalement, ce sont ces objets qui ont été investis de valeurs particulières par les Occidentaux, que l'on présente comme le patrimoine africain intéressant. Mais intéressant pour qui? Intéressant pour les Occidentaux. Donc on rend aux Africains ce qui nous intéresse. Dans le rapport, en fait, il n'y a aucune justification du choix de ces objets. Il n'y a par exemple bizarrement, aucune statuette, aucun objet archéologique, aucun objet de pouvoir ou de prestige, aucun tribut de guerre, parce que aucun butin de guerre, puisque les butins de Ségou sont attribués uniquement au Sénégal. Donc ce sont uniquement les objets qui plaisent aux Occidentaux qu'on va rendre. Je trouve que c'est dommage parce que c'est ouvrir le débat sur la restitution sur des critères occidentaux au lieu de donner la parole en fait aux Africains. Et ce ne sont pas les objets qui étaient nécessairement les plus importants dans la société Dogon au moment où ils ont été non, en fait, on rejoint en fait effectivement le discours en partie d'un précédent intervenant, c'est-à-dire que ce sont des objets chers, hein, qui ont aujourd'hui atteignent des prix sur le marché de l'art très, 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 très importants. Mais si on regarde ces objets, d'abord, est-ce qu'ils servent, par exemple, à combler des trous dans le musée national du Mali? Pas du tout. Les objets qui sont choisis sont aussi, pour une grande partie, exposés au musée national du Mali.
Est-ce que ça rend compte de la diversité de la culture artistique au Mali? Pas du tout, puisque ce sont essentiellement des objets Dogon. Et surtout, pour répondre à la question, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune concertation, aucune concertation à différents niveaux, parce que je pense qu'il faut interroger aussi bien effectivement les conservateurs de musées au Mali, etc., mais à différents échelons, parce que un objet est intéressant pour les Maliens, ça ne va pas être le même objet qui intéresse les Maliens au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Il y a des objets totalement... Enfin, j'ai rencontré en passant Marie Gautron, qui est dans la salle, qui avait fait un projet sur justement une espèce de circulation d'objets de Dakar-Djibouti en Afrique. Et elle s'était aperçue, notamment au Sénégal, que les objets qui plaisaient le plus à la population qu'elle rencontrait, c'était des poupées. C'était des poupées anciennes qui étaient parfois très rudimentaires, mais qui évoquaient plein de choses pour les Sénégalais. Ce n'est pas forcément ces objets-là, en fait, auxquels on pense pour des raisons, justement, de prix du marché de l'art, etc. En Pays Dogon, pour donner un exemple, ben là, on le voit sur la photo, il y a un objet qui est au Quai Branly depuis 1935, c'est la mission Sarah Soudan qui l'a ramené, qui est un objet, mais alors tout à fait rudimentaire, qui n'est jamais sorti, à ma connaissance, des réserves du musée du Quai Branly. Il n'a jamais été montré, c'est un bouclier Dogon qui, pour nous, occidentaux, n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'il n'est jamais sorti, parce que, bon, au niveau artistique, aucun intérêt, même pas exotique, il n'y a pas de peinture, etc. Or, pour les Dogons, c'est un objet, en tout cas pour les Dogons du village où il a été pris, en l'occurrence Koundou, c'est un objet extrêmement précieux et prestigieux, un objet patrimonial, conservé jalousement et hérité de génération en génération. On se demande d'ailleurs comment il a pu être acquéri, parce que ce ne sont pas des objets qui se vendent. Et donc, attention de ne pas réduire le patrimoine matériel africain à justement les objets les plus, ceux qui ont des cotes les plus faramineuses sur le marché de l'art africain. Merci. Mais sinon, c'est vrai qu'avec ces archives ethnographiques, on est aussi un peu dans une forme de paradoxe, puisque d'une certaine manière, c'est d'une part ces archives qui ont permis de renseigner ce qu'on sait aujourd'hui sur ces objets et qui ont servi pour une grande part de base à la base de données du musée du Quai Branly. Et en même temps, c'est ces archives qui renseignent aussi sur les conditions parfois problématiques des acquisitions. Mais en même temps, toutes les missions ne sont peut-être pas à considérer de la même manière, à la même aune de ce point de vue-là. Oui, bon, si on parle de ce rapport, ce qui est un peu dommage, quelqu'un le disait avant, c'est qu'il y a eu un amalgame, en fait, disons, le danger, c'est de tout mettre sur le même plan, objet volé, objet acheté, objet donné, de mettre sur le même plan, effectivement, les collectes scientifiques, les butins de guerre, les objets pillés pour des raisons commerciales, c'est de mettre sur les mêmes plans toutes les missions des collectes scientifiques. En fait, toutes ces missions, comme le disait précédemment quelqu'un, ont leurs particularités. On prend souvent comme exemple Dakar-Djibouti, puisque ça a été documenté, on sait quels objets ont été volés ou réquisitionnés lors de ces missions. Mais en fait, Dakar-Djibouti, qui est pris comme modèle dans ce rapport, etc., est tout à fait exceptionnel. Il y a des points communs, bien sûr, dans toutes ces missions, mais exceptionnels parce que, justement, c'était une mission qui était financée par le Parlement français. C'est la seule de toutes les missions qui se sont françaises en Afrique. Et effectivement, ils étaient investis d'un pouvoir et d'une autorité au moment d'acquérir ces objets
en Afrique, en Afrique française notamment, enfin l'Afrique colonisée, les colonies françaises, pardon. Et donc il faut se méfier. Je reviens en arrière. C'est pareil, dans ce rapport, en fait, n'est pas considéré non plus, finalement, l'origine de ces objets, c'est-à-dire les conditions de leur collecte. Sur les 16 objets qui sont donnés comme à rendre de façon prioritaire, en fait, il y a simplement 2 objets volés. Voilà. Et donc, en fait, c'est uniquement, encore une fois, la vision de ces objets occidentale qui, en fait, construit le choix de ces objets. J'ai mal répondu à ta question, pardon. On va peut-être y revenir, mais par un autre biais. Maureen Murphy, vous travaillez en ce moment sur la production artistique à Dakar. Est-ce que vous voudriez revenir sur le débat en le replaçant peut-être dans le contexte plus général de la politique actuelle de la France en Afrique et notamment au Sénégal? Oui, merci. C'est vrai que quand on aborde ces questions, on a l'impression que le débat est né avec la publication du rapport Sarr-Savoie. On a assisté à une polémique qui a vite tourné à une guerre des idées. Et quand on prend la parole sur ces questions, on a l'impression qu'il faut se positionner pour ou contre. Alors contrairement à Antoine de Galbert, moi je pense que c'est important de se positionner et je me positionne pour, ne serait-ce que pour l'opportunité qu'on a de débattre de ces questions politiques, d'histoire coloniale et de patrimoine dans un lieu aussi prestigieux que la salle Labrouste. Et quand on sait qu'au Bénin sont exposées des copies qui ont été réalisées d'après les photographies des originaux qui sont conservés au musée du Quai Branly, on ne peut souhaiter que les choses s'inversent en fait. Ah bon, je ne suis pas seule à le penser. Et pourtant, il y a un mais, je pense que le problème, et là je rejoindrai Éric Joly, est mal posé. Les termes du débat sont mal posés. Alors les chiffres qui sont avancés à la fois dans le rapport et dans la presse qui relaye le débat sont efficaces, mais prêtent à confusion. On entend souvent que 90% du patrimoine africain serait conservé hors du continent. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on ne se concentre que sur l'Afrique subsaharienne. Pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas la Grèce ou l'Italie? Enfin, ça concerne beaucoup plus de pays que ceux d'Afrique subsaharienne. Et deuxième point important, les musées d'ethnographie auraient constitué leur collection majoritairement à l'époque coloniale. Lorsqu'on entend ces chiffres, on est amené à penser 2 choses, que la majorité des objets seraient arrivés à l'époque coloniale et que rien n'aurait été produit après les indépendances puisqu'il ne reste quasiment plus rien sur le continent et que tout est sorti à l'époque coloniale. Or, c'est loin d'être le cas. Un grand nombre d'objets est sorti après les indépendances et en fait la majorité des objets sont sortis après les indépendances. J'arrive plus à faire passer les images ici. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Les guerres civiles, la pauvreté, la flambée du marché, on en a beaucoup parlé, la montée de religions iconoclastes, bref. Énormément d'objets sont sortis, peu ont été acquis par les musées publics parce que faute de moyens en fait. Et là l'objet que je vous montre, une pièce NOC qui est exposée au pavillon des Sessions, est un objet qui a été pillé sur un site archéologique comme bien d'autres, qui est exposé au pavillon des Sessions, qui a été acquis sur le marché illicite et qui n'a pas été demandé à la restitution par le Nigeria lors de du coup d'éclat, mais qui est en dépôt actuellement au Louvre. Deuxième point, la création artistique ne s'arrête évidemment pas avec les indépendances. Les questions patrimoniales, comme tu le disais, excèdent de loin ce qu'on entend par patrimoine et patrimoine africain en particulier. On associe tout de suite les masques, les statuettes, mais quid de ce qui se développe après les indépendances? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la photographie, des tapisseries, de l'art moderne qui se développe après? Ça ne fait pas partie du patrimoine africain? Je m'interroge. Alors ce qui m'intéresse dans ce débat aussi, c'est de le resituer dans le contexte politique actuel parce que le débat est ancien. Les premières demandes de restitution datent des indépendances. Ça n'est pas un débat récent, or il émerge
avec la décision du président Emmanuel Macron de restituer à l'Afrique les biens culturels de manière temporaire ou définitive sur 5 ans. Je pense que ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron annonce cette décision à Ouagadougou en 2017. C'est une façon de répondre à Nicolas Sarkozy qui, 10 ans plus tôt, affirmait que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Et les objets, le patrimoine matériel, sont devenus des symboles ou pris en otage, en quelque sorte, dans un débat de valorisation des cultures, dans un contexte tendu, de perte de vitesse de la France sur le continent et en Afrique subsaharienne en particulier. Là, je vous montre des photos de Dakar prises l'année dernière lors de la venue d'Emmanuel Macron, avec des murs couverts de France Dégage au niveau de l'université et autres, réalisés par des militants. La présence grandissante aussi de la Chine sur le continent. La Chine a financé et construit le musée des civilisations noires à Dakar. Ça n'est pas anodin et la Chine est très présente sur le continent. Emmanuel Macron parle de reconquête. Il faut reconquérir le continent, relancer le projet de francophonie. Et je pense que ce débat éminemment politique et peut-être pas très scientifique parfois prend naissance dans cette volonté globale de renouer les liens, de s'adresser à la jeunesse africaine, de rendre, de restituer, de réparer. Le terme même de restitution, il est pas neutre dans ce débat. On veut réparer quelque chose. Qu'en est-il donc des objets dans cette histoire ? Les objets, alors comme le disait Éric Joly, répondent à une certaine notion du patrimoine qui est problématique, qui est restrictive. Tout n'a pas été mal acquis dans les collections muséales françaises. Je prendrai des exemples d'objets sénégalais, comme la première pierre qui a été posée au musée du Quai Branly, qui pèse 3 tonnes et qui vient de Kaolack au Sénégal, qui est un mégalithe, un des plus anciens connus dans le monde, et qui est la première pierre qui a été posée au musée parce que lourde, parce que monumentale, et qui est un échange réalisé par le Sénégal avec la France et qui a été échangé contre des tapisseries d'Aubusson en 69. Il y a un protocole qui a été mis en place entre la France et le Sénégal. Donc des échanges de ce type existent. C'est un objet qui a aussi été exposé au musée dynamique de Dakar en 66. À l'époque, le conservateur sénégalais Salif Diop voulait emprunter le fameux sabre qui est demandé à la restitution par le Sénégal, appartenant à El Hadj Omar, qui a été saisi par les Français à Ségou au Mali au XIXe siècle. El Hadj Omar est un résistant anticolonial musulman qui a développé un empire tout couleur transfrontalier au Sénégal, en Guinée, en Mauritanie. À qui rend-on le sabre d'El Hadj Omar? Aujourd'hui, il est présenté à Dakar. Il est prêté par la France, par le musée des Invalides, au musée des civilisations noires. Est-ce qu'on rend au Mali? Les auteurs du rapport préconisent de le rendre au Sénégal. Alors Felwine Sarr s'est exprimé à ce sujet. Il estime qu'au Sénégal existe le cœur spirituel de la communauté en question. Ça prête aussi à question, enfin, ça peut aussi susciter des troubles diplomatiques. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qui dérogent complètement à ce qui a été mis en place dans ce rapport. Mais pour conclure, je voudrais aborder la question et le rôle du musée dans ce débat, qui avait été pointé du doigt à juste titre dans le film d'Alain Resnais et Chris Marker en 1953, Les statues meurent aussi, censuré pendant plus de 10 ans. Et qui abordait la question du musée comme représentant une culture de la botanique de la mort, c'est-à-dire qu'il pointait du doigt le rôle du musée comme un fossoyeur collectant pour mieux protéger des objets que finalement la colonisation était en train de détruire. Il y a un vrai paradoxe dans le rapport de la conservation et qu'on voit ressurgir aussi aujourd'hui dans les débats. Donc l'idée des réalisateurs, c'était d'inverser cette rhétorique pour montrer que le facteur de destruction était lié à l'histoire coloniale, entre autres. Dernier exemple, les peintures réalisées par Gaston Louis Roux, qui était un artiste proche de l'art galerie Kahnweiler, et qui a réalisé des copies en Éthiopie de fresques dans l'église de Gondar, sur lesquelles Claire a publié, qui est allé jusqu'à lancer un seau d'eau sur ces copies à l'acrylique pour prouver leur résistance au temps
et pour encourager les ecclésiastes à démaroufler ces peintures et les remplacer par des copies à l'acrylique plus durables, plus résistantes. Et c'est ce qui s'est produit alors dans peu d'églises, mais malgré tout, ça a été le cas à Gondar. Donc je pense qu'il y a une réelle réflexion à mener au sein des musées pour décoloniser les mentalités, et ce débat nous y invite. Et je pense que c'est une très bonne chose, car il reste beaucoup de travail à mener. Merci Maureen. Je ne vais pas vous parler des peintures éthiopiennes, ça nous emmènerait trop loin. Mais nous allons maintenant passer la parole à Anne-Christine Taylor et Romuald Chibozo. Merci à vous deux. Donc Anne-Christine Taylor est ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des sociétés des basses-terres d'Amérique du Sud. Elle a notamment travaillé sur la conception de l'histoire dans les sociétés Givaro. Elle avait été notamment l'auteur, peut-être que ce n'est pas le livre qu'elle préfère, je ne sais pas, mais que personnellement j'avais beaucoup apprécié, sur la remontée de l'Amazone, anthropologie et histoire des sociétés amazoniennes. Elle a aussi dirigé de nombreux ouvrages collectifs, comme celui dont on parlait tout à l'heure, Cannibalisme disciplinaire, quand l'histoire de l'art et l'anthropologie se rencontrent, qui était donc une coédition Musée du Quai Branly et INHA en 2007 avec Thierry Dufresne, ou autre exemple, mais ce n'est que deux parmi d'autres, celui sur la préhistoire des autres, perspective archéologique et anthropologique avec Nathan Schlanger. Elle a aussi été directrice du département de la recherche et de l'enseignement du Musée du Quai Branly, depuis l'origine de ce département, il me semble, en 2005, jusqu'en 2013. Et à ce titre, elle a été aussi confrontée aux questions qui nous occupent aujourd'hui. Romuald Chibozo, lui, est historien de l'art, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il est directeur adjoint du laboratoire d'art, d'archéologie et d'expertise patrimoniale et directeur adjoint de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de cette même université, si je ne me trompe pas. Il a notamment travaillé sur la réception de l'art africain contemporain en Allemagne, de 1950 à nos jours, à l'université Humboldt à Berlin. Il a publié plusieurs textes, et notamment un catalogue d'expositions sur l'art contemporain au Bénin. Et il a aussi organisé de nombreux colloques, dont peut-être le dernier, mais peut-être que ce n'est pas le dernier en date, celui que j'ai noté, en 2017, à Abomey-Calavi, celui sur les circulations et les productions culturelles dans l'Atlantique Sud. Donc, Anne-Christine Taylor, donc le rapport de Felwinstar et de Bénédicte Savoy, qui porte comme sous-titre « Vers une nouvelle éthique relationnelle », veut poser en préambule nécessaire à de nouvelles relations avec l'Afrique le retour des objets acquis, alors pas seulement dans les pays colonisés par la France, mais dans les pays qui seraient en situation de domination coloniale, dans une Afrique qu'ils ont toutefois limitée à l'Afrique subsaharienne. Donc comment cette logique, qui est en fait une logique de réparation, recrée ou consolide une opposition bipolaire entre la France et l'Afrique, d'une certaine manière entre un Occident et un non-Occident? Comment ça peut aussi figer les relations, et comment on pourrait envisager de penser ces relations autrement ou de manière plus large? Merci beaucoup. Je commencerai, comme Maureen Murphy, par dire que je trouve que ce mouvement de restitution est une très bonne chose et que ce sera très salutaire en réalité pour les musées. Et je suis évidemment aussi, là c'est plutôt l'anthropologue qui parle, je suis très sensible à l'argument avancé par beaucoup des pays qui font des demandes de restitution, qu'elles ont besoin de la présence physique de ces objets
pour aider leur population, et en particulier leurs jeunes, à se retracer une filiation à l'histoire et à l'idée de tradition. Mais c'est vrai que par ailleurs, je suis gênée par la tournure qu'a prise le débat, pour des raisons politiques compréhensibles, peu importe, qu'a prise le débat public qui effectivement tend à associer la restitution, en particulier aux pays africains, autrefois colonisés par la France. Donc cette affaire de restitution au passé colonialiste de la France. Et la raison de ma gêne tient fondamentalement à 3 raisons. La première, c'est que c'est, me semble-t-il, beaucoup trop restrictif. Parce qu'effectivement, des pays qui n'ont pas été engagés dans la grande entreprise colonialiste, notamment au XIXe siècle, ou en tout cas au XIXe siècle, peuvent estimer parfaitement qu'ils sont exemptés de toute obligation de restitution, tout simplement parce que non coupables. Sans compter qu'il y a énormément de pays dont le patrimoine a été spolié, mais pas nécessairement dans le cadre de la colonisation. Donc c'est trop restrictif. La deuxième raison, c'est que c'est pas vraiment utile, c'est pas nécessaire, en ce sens que c'est un fait que l'euro-Amérique, disons, ou l'Occident, disons, pour parler très vaguement, est assis sur une portion extrêmement importante des biens culturels hautement valorisés. Et en plus, développe à propos de ces objets un discours universaliste ou à vocation universelle, en défendant justement la valeur universelle de ces objets, soit en les requalifiant en objets de science, plutôt autrefois, et maintenant de plus en plus en œuvres d'art. Si ces objets sont à valeur universelle, qu'est-ce qui justifie le monopole de l'euro-Amérique sur ces objets? Car, pas entièrement un monopole, mais une portion, comme je l'ai dit, très importante. C'est un état de fait qui, en tant que tel, me semble indéfendable à la fois sur le plan éthique et sur le plan intellectuel. Donc on n'a pas vraiment besoin de l'argument réparation, restitution pour justifier la nécessité d'une remise à plat, ou en tout cas d'une modification profonde de la répartition de ces biens culturels. La troisième raison, et à mes yeux c'est peut-être la plus importante, c'est que si on partage l'ambition affichée par les auteurs du rapport Sarr-Savoy, d'une part de décoloniser les esprits, d'autre part de faire jouer aux objets, en particulier aux objets de musée, le rôle de nœud de relation, de quasi-diplomate, et c'est une ambition que je partage tout à fait. Il me semble que le couplage restitution, colonisation joue contre cette ambition. Et il joue contre parce qu'en réalité, ça ne change absolument rien à la position des deux termes en présence. Vous restez les colonisateurs, nous restons les colonisateurs, et vous restez les colonisés. Du coup, ça ne peut que relancer indéfiniment une spirale d'identification, et d'identification assez particulière, qui ont la faculté à la fois de se relancer constamment, de se réactualiser constamment, et en plus d'écraser toutes les autres formes possibles d'identification. Si, en revanche, on restitue, non pas au nom d'une réparation due à la colonisation, mais au nom d'un simple principe de justice, et sur fond d'un accord sur l'idée de justice, d'emblée, on traite l'autre, le partenaire, sur le même plan. C'est une relation d'équiparité.
c'est impair. Et ça change complètement la donne, parce que du coup, on est sur un plan d'égalité et en termes de décolonisation des mentalités, c'est déjà un pas considérable et tout à fait important. Et en plus, ça ouvre beaucoup mieux la possibilité que ces objets deviennent réellement des objets de négociation et donc fassent leur office de diplomate. Par exemple, en dissociant l'idée de transfert ou translocation patrimoniale et de restitution physique. Les deux choses n'ont pas nécessairement besoin de coïncider absolument. Ça peut éventuellement se négocier. Pour ne vous donner juste qu'un exemple très rapide, au moment de la restitution des crânes maoris, je pense qu'il eût été bien que le Quai Branly ou une délégation de musées français, en amont ou en marge, et de préférence en amont de l'opération de restitution, aille voir la collectivité maori, les représentants des Maoris, et leur propose la chose suivante: nous reconnaissons vos droits prééminents sur ces objets, votre droit de déterminer le destin de ces objets. Maintenant, à quelles conditions accepteriez-vous non pas de nous laisser garder dans nos réserves, mais bien d'exposer un ou deux de ces crânes, assortis d'une narration que nous pourrions élaborer ensemble, puisque après tout ces objets, ces crânes étaient aussi porteurs d'une part de l'histoire européenne, à condition de pouvoir nous accorder sur l'élaboration d'une narration qui soit aussi intéressante, au sens fort du terme, pour les Maoris que pour un public occidental. Ça ne s'est pas fait, mais rien ne dit que ça n'aurait pas pu se faire. Et donc, moi, je plaiderais tout à fait fortement pour que les musées s'engagent dans des démarches de restitution, mais plus important peut-être qu'elles s'engagent dans cette manière d'envisager tous les objets de leur collection et pas simplement ceux issus de la colonisation comme des sites possibles de discussion autour des liens attachés à ces objets et des narrations à élaborer pour leur rendre justice pour rendre justice à ces attaches. Et un dernier point, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que les musées ont tendance à fonctionner à rebours sur cette question. Les musées sont inflexibles sur la question de la propriété, en tout cas en France, généralement, mais cèdent beaucoup trop facilement la main sur la narration élaborée. Par exemple, en laissant telle collectivité dire, dans le cadre de telle exposition, cet objet est sacré et pour nous, et ça prouve que nous avons encore une culture. Ce qui, de facto, est le fait de beaucoup des cartels qui sont associés à des expositions, certaines de celles organisées au Quai Branly. Ça, c'est pas rendre justice aux objets ni aux collectivités dont elles viennent. Donc, en fait, il faudrait faire le contraire, être beaucoup plus souple sur la propriété, mais beaucoup plus exigeant sur la narration à élaborer ensemble. Merci. Mais je vais les poser après, non ? Je vais passer d'abord la parole à Romuald Chibozo. Vous aviez montré comment la perception des arts dits traditionnels en Allemagne avait influé sur la possibilité ou non d'exposer de l'art contemporain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez voir une évolution et voir comment le nouveau peut-être rapport à l'art contemporain africain peut permettre de faire évoluer notre regard et sur la présentation des productions plus anciennes? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont rendu possible ma présence ici pour participer à ce débat.
Et donc, la question de la restitution, comme mes précédents l'ont déjà dit, entraîne beaucoup de polémiques. Mais nous sommes tous d'accord qu'il faut aller dans ce sens. Et ce sont les discours qui alimentent ça plutôt qui vont peut-être créer les difficultés que nous aurons. Mais je pense que nous y arriverons. Parce que ce à quoi on est invité ici, c'est de changer le paradigme du dialogue qui existe entre deux cultures ou bien plusieurs cultures. Et la chance que nous avons, c'est qu'il y a une ouverture pour y arriver. Et donc ça, c'est déjà très important. Oui, si je vais revenir à ce vieux... enfin, j'ai fait ma thèse il y a quelques années sur la question de la réception des arts traditionnels africains en Allemagne, pour pouvoir projeter sur la réception de l'art moderne ou contemporain. Et cette occasion sur la restitution peut-être permet de renouveler cette idée première que j'avais eue par rapport à la réception des arts africains traditionnels. Et ici, il faut d'abord montrer que si vous faites attention, vous allez voir que personne ne réclame ce qu'on a appelé les ivoires afro-portugaises. Puisque ces œuvres font partie des œuvres qui ont été créées en Afrique, certes, mais pendant une période pacifique. C'est-à-dire, c'est la phase où la relation entre l'Afrique et l'Europe était relativement pacifique. Donc ces œuvres étaient venues presque, comme on aurait dit, presque normalement en Europe. Et donc personne aujourd'hui ne réclame ces œuvres-là, par exemple, en restitution. On a commencé à parler de restitution de certaines œuvres quand on sait que le rapport de force a été introduit dans les relations entre les cultures. Et ce sont toujours ces rapports de force qui font que les discussions sont tendues. Parce que quand on parle, par exemple, de justice au lieu de questions... qui va rendre la justice? Si on parle de justice, qui veut rendre la justice? Donc on va toujours aller dans le sens de la symétrie des relations entre les deux cultures. Et donc, tout en étant d'accord sur un certain nombre de faits, il faut essayer de créer les conditions nécessaires, parce que ce qu'a lancé le président Macron, c'est, oui, ça fait du bruit et c'est énorme, il faut le reconnaître. C'est énorme et il faut saluer cela. Et donc, cette possibilité que nous avons et que le couple franco-allemand expérimente, je veux dire. Hein? Le couple franco-allemand expérimente ce qu'ils ont appelé la strike culture. C'est-à-dire, on peut longtemps se discuter, on peut ne pas être d'accord, mais on doit voir dans le même sens. On peut finir par être d'accord sur ce que nous devrons faire si c'est lancé. Donc, ce que je propose par rapport à cela, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai travaillé effectivement, comme vous le dites, il y a quelques années, je crois que c'était en 2014-2015, j'ai travaillé avec des collègues allemands sur un projet, ce qu'on a appelé la biographie des objets. Et le but, c'était déjà d'aller fouiller à peu près d'où viennent ces objets et de voir dans quel sens, parce qu'il y a un mouvement très fort en Allemagne aussi sur la restitution. Malheureusement, ça n'a pas pris la force que ça a prise en Allemagne, en France, mais ça existe comme groupe de pression aujourd'hui en Allemagne pour voir s'il faut rendre les objets également d'où ils viennent. Et donc, ce travail que nous avions fait était aller dans le sens de travailler en profondeur sur l'origine des objets qui manquent. Certains ont parlé ici des informations qui manquent sur les objets. Et tant qu'on n'aura pas les informations sur les objets, tant qu'on n'aura pas les éléments
d'appréciation et qui étaient les différents auteurs qui ont acquis ces objets, on ne peut pas. L'autre élément important sur lequel moi j'avais essayé de travailler, c'était de voir si la réception de l'art africain traditionnel avait influencé la production, plutôt la production en Afrique. Maureen en parlait très rapidement tout à l'heure, mais en parlant de question de est-ce que les œuvres produites après en Afrique n'étaient pas des patrimoines africains. Mais si on regarde très bien la production à partir des années 1950 déjà, 1950 jusqu'aux indépendances, jusqu'à maintenant d'ailleurs, la production a été énormément influencée par la présence d'acteurs européens. Ce qui fait qu'on a l'impression que ces objets n'ont plus d'âme africaine, c'est-à-dire ne sont plus des objets authentiques. La question de l'authenticité qui surgit. Et donc, vous voyez, ça fait qu'on est obligé d'apprécier. D'ailleurs, il y a des auteurs ici qui ont bien documenté ça. Joël Busca a écrit un livre sur la production contemporaine africaine. Quelles que soient les discussions autour de ce document, on peut y avoir des éléments importants d'appréciation parce qu'est né en Afrique à un moment donné ce qu'on a appelé l'art pour touristes. Et l'art pour touristes est parti de ce concept africain de faire, enfin le paradigme africain de faire de la production, par exemple de la sculpture, mais qui a été détourné par les apports à la fois des administrateurs, des touristes et tout, et qui font que cette production est rentrée dans une catégorie particulière, ce qu'on appelait art pour touristes. Et donc, vous voyez, ça a pris plusieurs dimensions, ça a pris beaucoup d'élan après qu'on n'arrivait plus à contrôler. Alors, en 2 mots, mais ça va être dommage, je le sais d'avance, le président de la République a annoncé en novembre la restitution au Bénin de 26 objets. Qu'est-ce que ça va changer justement par rapport, j'allais dire, dans l'enseignement et peut-être dans le développement de la recherche sur les objets au Bénin? Vous avez évoqué ce projet sur la biographie des objets qui avait été mené avec les musées de Berlin. Est-ce que vous envisagez déjà de nouveaux développements avec les retours d'objets qui sont prévus? Bon, ça va être simplement énorme d'abord de les avoir au Bénin. C'est naturel pour plusieurs raisons qui ont été déjà évoquées et plus ou moins. En ce qui concerne la recherche, beaucoup de choses ont été déjà faites sur ces objets. Ici, même en France, que ce soit avec Gaël Beaujean, avec Maureen Murphy ou plusieurs autres auteurs. Et donc, nous connaissons à peu près déjà nous avons déjà beaucoup d'informations sur ces objets. L'élément important, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article sur la question, le patrimoine est-il un obstacle pour la production contemporaine en Afrique? Et le but de cet article, c'était de montrer que, comme dans toutes les cultures, on a toujours besoin, on ne peut pas avoir de génération spontanée. Tout le monde s'inspire toujours de quelque chose de très important qui a été fait. Et donc, les artistes africains, les jeunes africains avaient manqué cette étape d'inspiration qui a été coupée à un moment donné. Et donc, ils ont manqué le coach en ce moment-là. Ils sont obligés de s'inspirer d'autres cultures pour faire de la production. Résultat, la plupart des Africains ne se retrouvaient pas dans ce qu'ils produisaient. Et comme on a dit entre griffes, c'était presque pour d'autres cultures qu'ils produisaient. Et donc, le retour de ces objets pourrait refaire un nouveau départ, permettre à une nouvelle génération de regarder de plus près ce qui a été fait et donc de repartir dans la production. Mais la question se pose, une question très simple qui peut se poser. Est-ce que ces objets sont encore des objets authentiquement béninois? Nous voulions parler de la vie des objets. Et on a dit ces objets béninois, enfin ces objets du Dahomey qui étaient partis, quand le général Dodd et son armée avaient pris ces objets et qu'ils les ont amenés à Porto-Novo, ils ont été vandalisés par les sujets du roi de Tofa.
Résultat, quand ils sont arrivés à Paris, on a dû les restaurer. Alors, si ça a été restauré à Paris, selon les normes, est-ce que nous continuons à parler, certains de ces objets, est-ce que nous continuons à parler d'objets authentiques venus du Dahomey? Nous pouvons aussi nous poser ce genre de questions. Oui, merci Romuald Chibozo. Je pense qu'on pourra poursuivre le débat à un autre moment. Je crois qu'on a pris du retard, c'est de ma faute, mais est-ce que je peux demander aux intervenants précédents de revenir peut-être pour une série de questions? Alors, nous, on a reçu donc plusieurs questions par SMS. On ne pourra pas répondre à toutes. On en a 3. Je vais peut-être les dire toutes les 3 tout de suite. Faut que je me pousse, c'est ça? Tout d'abord, une pour Anne-Christine Taylor sur l'exemple des crânes maoris et sur le choix de cet exemple au regard du droit interne, puisque notre code civil explicite que le corps humain est indisponible. N'est-ce pas à aller à l'encontre de ce principe de traiter ces restes comme des objets? Alors sinon, peut-être une question plus générale auquel quelqu'un pourra répondre en premier, c'est de quand datent les premières demandes de restitution? Est-ce une demande récente ou une revendication de longue date? Et sinon, il y avait une question pour Antoine de Galbert, mais qui a dû nous quitter. Donc, tant pis, ça sera pour une autre fois, je suis désolée. Je vous laisse la parole aux uns aux autres. Ouais, je peux peut-être rapidement répondre à la question qui m'a été posée sur les crânes maoris. Oui, bien sûr, en droit français, les restes humains, mais vous savez que, et c'est d'ailleurs à ce titre que les crânes, effectivement, ont été qu'on a trouvé un moyen légal, sans contrevenir au principe de l'inhabilité des collections, de restituer ces objets, en l'occurrence. Les traités, je parle d'objets pour éviter de parler de crâne ou de me répéter. Je ne nie pas du tout le caractère spécial de restes humains que sont ces crânes, mais est-ce que vous imaginez qu'on peut faire une telle distinction entre un objet naturel et un objet culturel? Ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Un objet dit naturel, puisqu'il est considéré comme tel d'une certaine façon dans le droit français, ça n'existe pas. Un objet naturel est toujours culturel, et un objet culturel a toujours une dimension physique, évidemment. Et je ne vois pas pourquoi, à condition que les Maoris acceptent le principe, on ne pourrait pas l'exposer, évidemment en expliquant de manière, et avec l'aide des Maoris, quel était exactement le statut de ces objets et le sens qu'il avait pour eux, comment eux les analysent et comment eux voient l'histoire entremêlée entre nous et eux qui se noue autour de ces objets. Et on pourra aussi se poser la question d'autres types de collections naturelles, entre guillemets, de spécimens, insectes et animaux. Qu'est-ce que l'un d'entre vous veut répondre, Maureen, peut-être pour l'histoire longue des demandes de restitution? Oui, comme je le disais tout à l'heure, les premières demandes de restitution datent des indépendances. Et on peut citer la demande de Mobutu à la Belgique dans les années 70, qui, dès qu'il accède au pouvoir, demande à ce que tous les objets soient restitués.
Et la Belgique met beaucoup de temps à répondre et finalement décide de donner, d'offrir une centaine d'objets au Congo, non pas de restituer parce que cela induirait l'idée d'accepter l'idée que les biens ont été mal acquis, mais le geste était de donner. En fait, ce qui a été retenu comme terme, c'était le don, l'idée du don. Mais le Nigeria aussi a fait beaucoup de demandes de restitution. Enfin, oui, le débat est ancien et date du moment des indépendances. De savoir comment les prendre. Il y en a une autre sur les propos de Jacques Hénard au musée d'ethnographie de Neuchâtel sur l'objet polysémique et sur le pouvoir du conservateur d'esclavagiser les objets, c'est-à-dire de les faire signifier à sa guise, en racontant une histoire dans le cadre de ces expositions. Est-ce que ce ne serait pas aussi une façon de museler les populations dont les objets sont extraits? C'était une question qui s'adressait plus particulièrement à vous, Anne-Christine Taylor aussi, mais auquel je pense que vous pouvez tous répondre. Effectivement, l'idée de tenir de façon générale, et c'est pas simplement le discours du conservateur, mais tenir un discours absolument univoque et unilatéral sur un objet d'exposition ou de musée me paraît de plus en plus difficilement tenable aujourd'hui. Je pense que, et c'est d'ailleurs bien pour ça que Branly, il faut lui rendre cette justice, fait cette espèce de savant contrepoint entre la collection permanente et les expositions temporaires qui sont censées justement permettre une polyphonie permanente dans le discours sur les objets. C'est impossible de tenir un discours univoque et unilatéral sur les objets aujourd'hui. Ils doivent être toujours à la croisée de plusieurs narrations, il me semble. Voilà, et peut-être prendre une question dans le public aussi. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir. Par contre, je ne vois rien pour vous dire franchement, donc je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Et nous allons maintenant passer à la présentation par Arnaud Bertina de son livre « Des lions comme des danseuses » qui, par la fiction, évoque